Voilà, alors bonjour. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravie de vous accueillir, si nombreux et nombreuses. En fait, donc je dirige le service égalité de l'Université de Genève depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que cette cause m'intéresse. J'ai été convaincue, comme beaucoup d'entre vous, moi j'étais très académie française, le français, le bon français, etc. Et j'ai été convaincue par une amie qui s'appelle Thérèse Moreau, qui a été une des premières, une des pionnières, je dirais, du langage épicène et inclusif. C'est une historienne qui, d'ailleurs, est venue, il y a, je pense, à peu près 5 ans, qui a donné ici le premier atelier sur le langage inclusif et épicène, mais c'était des petits groupes. Donc, mon service, on a fait pendant plusieurs années des petits ateliers comme ça en sous-main, pionniers, etc. Les gens qui ressortaient des ateliers, je dois dire, étaient tous convaincus que c'était une bonne chose, mais la mayonnaise n'avait pas pris, je dirais, du haut vers le bas. Nous sommes dans une incitation assez hiérarchique et maintenant c'est fait pour la simple et bonne raison qu'il y a une vice-rectrice qui s'appelle Brigitte Gaillot qui a vraiment décidé qu'il fallait maintenant aller de l'avant, donc qui nous soutient, qui soutient la cause, qui a donné des directives pour que plein de gens viennent aussi aujourd'hui, donc je trouve ça absolument super, et puis ça va permettre vraiment d'avancer dans cette cause. Donc de notre côté, nous avons depuis des années aussi, Olivia Hock, qui travaille au service égalité, corrige, reprend plein de textes officiels. Il y a plein de gens qui viennent vers nous aussi pour faire corriger ces textes, les remettre donc en langage épicène. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait que les gens arrivent à rédiger tout de suite de la bonne manière. Mais vous verrez avec Valérie Vuille qu'il n'y a pas qu'une seule manière, hein. Il y a quand même une certaine liberté dans tout ça. Ensuite, Valérie vous le dira, le langage évolue. Hein, donc il y a eu une certaine manière d'écrire, une autre manière d'écrire, et maintenant on a une autre manière d'écrire. Le langage est éminemment politique. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans certaines professions, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans les publics auxquels on s'adresse. Il suffit simplement maintenant de s'adresser aux femmes et aux hommes, et pas seulement aux hommes, en pensant que les hommes représentent les hommes, de même que nous représentons les hommes se représentent eux-mêmes, et puis c'est très bien comme ça, ils n'ont pas à représenter tout le monde. Donc voilà, l'autre chose peut-être, nous travaillons aussi depuis des années à une directive, c'est une avant-première, je ne vous dis pas encore la date, mais la directive sur le langage épicène et inclusif qui sera dans le Memento va être présentée tout prochainement, et ensuite il y aura toute une série d'actions qui seront mises en place. Donc en plus, vous aurez vraiment des directives très claires de l'université. Ça, c'est pour le public universitaire. Maintenant, je sais que dans les inscriptions, il y a plein de gens qui ne sont pas à l'université. Donc, si vous êtes dans des institutions étatiques, para-étatiques ou même dans des grandes boîtes, je vous dis tout de suite que Valérie Vuille est à disposition aussi pour faire des ateliers dans vos institutions ou dans vos organisations. Maintenant, je vais lui laisser la parole. Valérie a fait des études de lettres et des études genre. Elle a fait longtemps partie de l'association Décadré qu'elle dirige maintenant. Cette association, je l'ai connue moi-même parce que, ancienne journaliste, je m'étais tout de suite intéressée à leurs travaux. Elles avaient fait beaucoup de travaux sur, justement, le langage et puis la position, je dirais, la présence des femmes dans les médias. Et c'était assez échevelant, enfin bref, assez classique ma foi, mais j'espère que ça va s'améliorer de ce côté-là. L'autre chose encore, si vous voulez approfondir, mais peut-être que Valérie vous le dira aussi, en tout cas moi il y a un ouvrage qui a été absolument marquant, c'est un ouvrage d'Eliane Viennot, qui est une historienne, ça s'appelle « Le langage inclusif, pourquoi, comment ?» Comme vous voyez, il n'est pas très épais, c'est vraiment absolument éclairant. Donc si vous avez envie d'approfondir, c'est très bien. Et il y a aussi un chercheur qui s'appelle Pascal Gigax, qui est à l'Université de Fribourg, vous regardez sur le site internet, qui fait aussi des travaux tout à fait étonnants. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toutes ces personnes qui étaient dans les marges, maintenant, commencent à être un petit peu sur le devant de la scène. Et vous le verrez, c'est vraiment important d'adopter ce langage avec les libertés qu'on peut avoir aussi. Et je vous souhaite vraiment une très belle conférence et atelier. Valérie, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous et toutes.
Donc aujourd'hui, durant environ 45 minutes, je vais vous présenter l'écriture inclusive. On va en parler et puis ensuite vous pourrez poser des questions. Donc, mon objectif pour aujourd'hui, c'est pas que vous ressortiez finalement avec toutes les réponses à vos questions et clés en main, mais c'est plutôt de vous persuader que c'est important d'utiliser l'écriture inclusive, qu'il y a plusieurs outils à votre disposition et de vous donner un peu des clés pour que vous puissiez ensuite aller chercher, découvrir et mettre en pratique. Donc on va d'abord définir l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Quels sont les enjeux ? Et puis on va regarder et on va s'amuser à essayer d'écrire pour découvrir les différents outils qui sont à notre disposition. Donc je me présente, je suis Vue Valérie, fondatrice et directrice de Décadré. J'ai d'abord étudié les lettres, le français et le cinéma. Je le dis toujours parce que j'aime le français, j'aime les romans, j'aime lire et j'aime la belle langue. Et c'est pas quelque chose que j'ai abandonné en commençant à travailler avec l'écriture inclusive. Au contraire. Et j'ai fait ensuite un master en études genre et finalement mon travail à Décadré, c'est la combinaison de ces deux formations puisque c'est travailler sur les représentations, travailler sur la langue, sur les images dans cette perspective genre. Décadré en quelques mots. Donc Brigitte vous l'a mentionné, on a commencé par créer un web journal qui est maintenant maintenu et qui est vraiment un espace d'expérimentation pour et par les jeunes, pour travailler avec cette perspective genre, diffuser des actualités. On a des formations en communication et écriture inclusive, et puis on travaille également sur la publicité et le traitement médiatique des violences sexistes, avec un pan de recherche et un pan de formation. Finalement, nous, ce qu'on a envie, c'est de chercher, de découvrir, mais également de former les personnes et de sensibiliser. Et c'est ça qui nous définit dans tous nos projets. Donc, allons dans le vif du sujet. Et l'écriture inclusive, qu'est-ce que c'est ? Comment on le définirait ? Donc, vous avez tous et toutes, sans doute, passé cette porte avec une définition de l'écriture inclusive. Souvent, quand je suis en formation, on réduit l'écriture inclusive à l'usage du point médian ou du tiret. Et puis, ça peut crisper un peu parce que finalement, on a l'impression qu'on va alourdir le texte. Mais en fait, la définition de l'écriture inclusive, elle est beaucoup plus large. Moi, je définis l'écriture inclusive comme l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui permettent d'assurer une égalité de représentation de toutes les personnes dans la langue. Donc, en tant que formatrice qui travaille sur l'impact des mots, vous pensez que j'ai bien pesé chaque mot de ma définition. On parle d'ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques parce que justement, l'écriture inclusive, ce n'est pas que les tirets, ce n'est pas que la ponctuation, mais ça peut aller de reformulation, de choix de mots, jusqu'à refaire complètement l'orthographe. On peut travailler également à différents niveaux dans la langue, de la phrase au texte jusqu'à la langue dans son ensemble. Il y a différents outils qui vont transmettre ces messages-là. Et puis, finalement, utiliser l'écriture inclusive, c'est assurer une égalité de représentation de toutes les personnes. Donc, c'est rééquilibrer la langue. Je pense que c'est le cas pour vous. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Lorsque j'ai appris à écrire, très rapidement, c'était un professeur de français, m'a dit la règle, c'est que le masculin domine. S'il y a 100 personnes dans une salle, un homme, 99 femmes, on dira « il ». S'il y a un adjectif qui est lié à deux noms, un masculin, un féminin, eh bien, on accorde au masculin. Le masculin domine. Et finalement, la base de l'écriture inclusive, c'est de remettre cette règle-là en question, en disant on va arriver à rééquilibrer, à représenter la société telle qu'elle est et à avoir une représentation de toutes les personnes. Et puis, c'est finalement un positionnement. On va déconstruire ces stéréotypes qui sont déjà présents dans la langue.
on déconstruit, on se questionne sur l'ensemble. Hein. Et donc, on va remettre en question l'orthographe, mais on remet également en question les expressions que l'on utilise. Je parle toujours des insultes. Hein. Toujours se questionner, mais d'où viennent les mots que j'utilise. Juste avant, là, on était en train de discuter avec Brigitte, et on nous a fait la réflexion, mais en fait, bravo, c'est un nom italien, et donc c'est un nom masculin. Et pour parler à une femme, on devrait dire brava. L'écriture inclusive, c'est ça. C'est vraiment se positionner et se questionner sur sa langue, sur d'où viennent ces mots, ces expressions. Se questionner aussi sur l'entier du message. Parce que c'est bien beau de prendre des heures pour faire un beau texte en écriture inclusive, mais de mettre une image stéréotypée au possible à côté. Ça ne sert à rien. Il faut avoir vraiment une vision globale et une vision d'ensemble pour arriver à neutraliser, rééquilibrer, démasculiniser son message. Donc, pourquoi ? Et pour ça, j'aimerais vous raconter une histoire pour vous montrer l'impact des mots. Donc, je forme, je travaille beaucoup, mais il m'arrive aussi d'avoir des loisirs. Et je joue énormément. Et je fais des jeux collectifs. J'aime beaucoup jouer et du coup, je me prends en jeu. Et j'aime bien gagner, il faut le savoir. Donc j'étais à un jeu collectif. Et puis, durant 1 heure, on cherche une énigme. Hein, donc moi, je me prends au jeu, je cherche mon énigme, je veux gagner, c'est sûr. Je rends la solution au maître du jeu. Je suis sûre d'avoir l'énigme. Pour moi, c'est sûr, j'ai gagné. C'est comme ça. Et on se met en groupe dans la salle et on attend la réponse. Le maître du jeu arrive dans la salle, tout sourit, et nous dit « ça n'arrive pas tout le temps, mais cette fois, quelqu'un a trouvé la réponse. On a un gagnant. » Moi, je bouillonne intérieurement. Parce que c'est sûr, c'est pas moi. Le gagnant, ça ne peut pas être moi, parce que moi, je suis de sexe féminin, je suis de genre féminin, c'est comme ça que je m'identifie, et donc je suis une gagnante. Et pourtant, c'était moi. Si je vous raconte cette histoire-là, c'est pour vous montrer l'impact des mots, mais vous montrer aussi que les mots, la manière dont on va les prononcer et le choix qu'on va faire, va impacter le monde, la société. Pourquoi ? Parce que cette histoire n'existerait pas, les sentiments que j'ai vécus à ce moment-là n'existeraient pas, si le maître du jeu avait utilisé le bon mot, c'est-à-dire gagnante. Et c'est ça que nous dit Judith Butler dans cette citation. We do think with language, produce effect with language, and we do think to language. But language is also the thing that we do. Language is a name for your doing, both what we do, the name for the action that we perform, and that we affect the act and its consequences. Ce que Judith Butler parle et mentionne ici, c'est la performativité du langage. C'est le fait qu'un mot, le choix que l'on va faire, la manière dont on va le prononcer, comment on va l'assumer, finalement tout son contexte également, va changer l'état du monde et est une action en tant que telle, et donc peut-être une discrimination également en tant que telle. Ce qui est également important à mentionner, et ce que dit Judith Butler aussi, c'est que les mots nous entourent et sont finalement les outils qui nous permettent de construire notre société. Sont les outils qui nous permettent de construire notre pensée. On est ici dans une université où on fait de la recherche, on construit du savoir et on construit du savoir avec une langue. Pourtant, cette langue-là, aujourd'hui, elle est biaisée. En fait, on est en train de construire une maison, les fondations d'une maison, avec des outils dont il manque des chiffres. Parce qu'il manque plus de la moitié de la population dans cette langue-là. Elle n'est pas représentée par les règles de l'orthographe. Et c'est ce lien entre la langue et la société qui est montré aussi par l'histoire. Et Brigitte l'a mentionné, c'est la chercheuse Eliane Viennot qui a notamment beaucoup travaillé sur cette question-là
et qui a montré comment le français a évolué. Un argument que j'entends souvent contre l'écriture inclusive, c'est non, je ne veux pas qu'on touche à ma langue. En fait, la langue, elle évolue toute seule. Elle n'a pas besoin de nous pour ça. Elle évolue toute seule, et d'ailleurs, l'écriture inclusive s'est formée, et des outils se sont formés alors que l'Académie française s'y est opposée. Et la langue, elle a toujours évolué, et elle était plus égalitaire auparavant. Et c'est ce que montrent ces études d'Eliane Viennot. À partir du XVIe siècle, il y a vraiment une évolution qui se fait dans la langue. Et puis, on discute notamment de l'orthographe. Alors, il y a plusieurs choses qui se font. On va discuter notamment de termes de nom d'occupation au féminin. Et il y a des termes qui vont être supprimés de la langue. J'ai deux exemples. On parlait par exemple de philosophesse. Un philosophe, une philosophesse. On parlait également de vaincresse. Un vainqueur, une vaincresse. On parlait d'autrice. Ça, c'est un terme qui revient et qu'on entend plus. Ces termes-là, ils ont été supprimés de la langue. On a également questionné l'orthographe. On retrouve dans des textes, notamment d'auteurs célèbres comme Racine ou Corneille, encore ce que l'on appelle l'accord de proximité. Donc, lorsqu'on a un adjectif qui est lié à deux noms, on accorde au plus proche et non forcément au masculin. Les spectateurs et spectatrices sont satisfaites. Mon prof de français de l'époque, là, maintenant, il se retourne dans sa tombe. Parce qu'on dit, normalement, les spectateurs et spectatrices sont satisfaits, pas satisfaites. Pourtant, ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé et qui a été modifié. On a enlevé ces marques du féminin de la langue et on a également enlevé des marques du neutre. On sait, en français, on a une langue qui est très binaire. Et ça pose notamment problème actuellement quand on remet en question cette binarité de la société. Le neutre, pourtant, était plus présent auparavant en français. Parce qu'il faut le savoir, le masculin n'est pas neutre. Là, les fenêtres sont fermées, mais imaginez que je regarde par la fenêtre, il commence à pleuvoir, je dis il pleut. J'utilise ce pronom masculin. Pourtant, on retrouve des textes où on parlait de ça pleut. Le ça qui est une vraie marque du neutre. Mais ces marques-là du neutre, on les a supprimées de la langue et on est en train petit à petit d'essayer de les re-questionner et de remettre du neutre. Ça se passe en français, mais ça arrive aussi dans d'autres langues. On peut penser par exemple au pronom hen, qui est un pronom qui a été créé pour le neutre. Il y a également aujourd'hui des pronoms aussi en français qui sont en train d'être discutés pour pouvoir justement remettre du neutre dans la langue. Ce que montre Eliane Viennot, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne montre pas seulement cette évolution de la langue, mais elle montre que cette évolution s'est accompagnée d'une évolution de la société. En fait, on discute de la langue, mais on discute aussi de la place des femmes de manière générale dans la société. On discute par exemple de leur capacité à avoir des rôles politiques. Au XVIe siècle, on imprime définitivement la loi salique, qui est une loi qui a été créée de toutes pièces et qui empêche les femmes de monter sur le trône de France. On a aussi la querelle des femmes qui va notamment questionner leur place dans l'art. Sont-elles capables de créer des œuvres d'art? Sont-elles capables de créer d'être autrices, de philosopher? Et c'est là où on voit vraiment ce lien entre la langue et la société, puisqu'on déclare qu'une femme n'est pas capable de philosopher, qu'elle doit rester à la maison, et en même temps on supprime le terme philosophesse. On déclare qu'une femme n'est pas capable d'être avocate, on ferme les portes des écoles d'avocature, et le terme avocate disparaît de la langue. Ainsi de suite. Jusqu'au XVIIIe siècle, où il y a la Révolution française, on instaure le suffrage universel, on en met tout un pan de la société. En fait, on instaure le suffrage universel masculin, comme on a instauré l'accord
au masculin universel. Il y a ce lien vraiment qui est fait entre la langue et la société. Et lorsque l'on voit ce lien-là, eh bien on comprend finalement qu'aujourd'hui la société bouge, aujourd'hui les femmes ont une autre place, revendiquent cette place, et donc il est aussi normal que la langue bouge en même temps. Là, je vous ai mis, parce que je trouve ça effectivement intéressant, deux citations de grammairiens de l'époque qui justifient pourquoi on doit utiliser l'accord au masculin universel. Donc, Scission Duplex dit « Parce que le genre masculin est plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoiqu'ils soient plus proches de leur adjectif. » Donc, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est qu'on voit l'accord de proximité, et on voit qu'il s'oppose à cet accord de proximité par un argument très simple. Le genre masculin est plus noble. C'est encore plus flagrant lorsqu'on pense à Nicolas de Bonzé, qui nous dit « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Donc là, on voit à quel point le genre grammatical se mélange au genre social et politique et que finalement est utilisé pour argumenter en changement de la langue. Et on voit ce lien qu'il y a entre langue et société. Et c'est prendre conscience de ce lien, affirmer ce lien, que d'utiliser l'écriture inclusive, parce que finalement, on ne peut pas créer une société égalitaire si on n'a pas une langue égalitaire. C'est créer une maison dont les fondations ne sont pas solides. On n'utilise pas, et je le répète parce que c'est vraiment important, souvent on me dit, mais c'est un problème accessoire. Mais pour moi, les fondations d'une maison, ce n'est pas un problème accessoire. C'est le cœur de la construction. C'est là où il faut travailler en premier et après reposer les briques. Donc c'est essentiel finalement de se questionner sur la langue, de se questionner sur toutes ces représentations qui nous construisent. Et ça a des impacts sur le présent et sur notre quotidien. Ça a des impacts parce que finalement, utiliser l'écriture inclusive, c'est permettre de se reconnaître dans la langue et de visibiliser les personnes. Aujourd'hui, imaginons que je rentre ce soir, je mange avec mon compagnon et je lui raconte ma conférence. Si je n'utilise pas l'écriture inclusive, je vais dire, oui, il y avait plein de spectateurs, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues, c'était très intéressant, etc. En fait, j'invisibilise toute une partie de la salle. Je ne dis pas et je ne peux pas décrire la réalité avec les règles de grammaire actuelles. En utilisant l'écriture inclusive, je peux dire qu'il y avait des spectateurs et des spectatrices, il y avait plein de personnes dans la salle, différentes, qui viennent de milieux différents. Certains écrivent sur des ordinateurs, d'autres sur des feuilles. Je peux être beaucoup plus précise. Et c'est donc permettre finalement de se reconnaître, d'être visibilisé, et puis de décrire la réalité. C'est aussi une question de légitimité. Il y a des études qui le montrent, il y a une étude en 2005 notamment de Pascal Gigax, qui montre que si l'on donne à des enfants des descriptions de métiers, si on donne des descriptions de métiers en écriture inclusive, les enfants ensuite seront beaucoup plus à même de choisir un métier hors des normes de genre. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on parle, on va créer des images mentales. Et ces images mentales, elles vont avoir un genre. Donc si je vous parle au masculin, vous allez avoir des images mentales au masculin. Et si je vous parle au féminin, vous allez avoir des images mentales au féminin. Il y a une autre étude qui a interrogé des personnes selon deux modes différents. On leur demandait de citer une fois des sportifs
Et une fois, on leur demandait de citer des sportifs et des sportives. Je vous le donne en mille. La deuxième fois, il y avait beaucoup plus de femmes qui revenaient dans la liste. Ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est ces images mentales qui, de manière récurrente et de manière quotidienne, nous construisent. Et actuellement, on le sait, hein, on a un problème de légitimité. Et les femmes, par exemple, lorsqu'elles postulent à une offre d'emploi, elles doivent pouvoir cocher toutes les cases de cette offre d'emploi. Mais il faut déjà qu'elles se sentent concernées et qu'elles se sentent accueillies. Et vraiment, moi, si je lis une offre d'emploi de directeur, eh bien, je me sens moins accueillie que si je lis une offre d'emploi de directrice ou directeur. Simplement parce que ces images mentales vont influencer la manière dont je vais lire ensuite le texte. Et ça va influencer la représentativité. Aujourd'hui, on discute beaucoup, par exemple, de la place des femmes en politique. On se réjouit des élections au Conseil national et au Conseil des États. On discute également beaucoup de la place des femmes dans les conseils d'administration. Mais si elles ne sont déjà pas présentes en nombre dans la langue, comment voulez-vous qu'elles soient présentes en nombre dans la société et qu'elles se sentent légitimes pour prendre ces postes-là ? Et il y a des enjeux de pouvoir qui sont en jeu. Et là, je reprends simplement les citations que je vous ai citées avant. Le genre masculin est réputé plus noble. Le genre masculin est en dessus du genre féminin, est en dessus de toutes les personnes. Finalement, ici, on a une hiérarchie qui s'impose dans la langue et qui se retrouve ensuite dans la société, avec notamment les violences que l'on subit au quotidien. On le rappelle, en Suisse, c'est une femme qui est tuée par un homme toutes les 2 semaines suite à des violences conjugales. Donc cette hiérarchie, elle est encore extrêmement présente dans la société et elle débute dans la langue. En fait, tous les problèmes d'égalité que l'on rencontre dans la société, ils sont déjà présents dans la langue. Donc, finalement, utiliser l'écriture inclusive, c'est faire un pas vers l'égalité, mais c'est aussi avoir une langue plus claire, plus précise, et au lieu de se faire maîtriser par ses biais et ses stéréotypes dans la langue, on reprend le pouvoir sur sa langue et on la maîtrise nous, tout en gardant une certaine créativité. Parce que ce qui est magique dans l'écriture inclusive, c'est que c'est une langue qui a été créée par l'usage. Je rappelle, l'Académie française s'oppose à l'écriture inclusive. Elle a en 2019, du bout des lèvres, accepté les noms d'occupation au féminin. Pourtant, il y a énormément d'outils qui existent. Donc c'est venu du bas, c'est venu par l'évolution de la société, et finalement c'est une langue fluide, créative, qui répond à un réel besoin et une réelle évolution. Donc vraiment, la langue, elle évolue, et finalement, c'est pas une question aujourd'hui de la faire évoluer, les outils existent. C'est une question d'accompagner ce changement. D'accompagner ce changement, parce que finalement, l'important, c'est aussi de prendre de l'habitude et de se former. On me dit souvent, et c'est pour ça aussi que je commence toujours en disant « je suis formée en lettres », parce qu'on me dit toujours « non, mais l'écriture inclusive, c'est moche ». Ça, c'est pas vrai. Déjà, premièrement, le beau et le bon se basent sur l'habitude. Quand vous étiez petit et petite, je suis sûre qu'on vous a fait goûter plusieurs fois un aliment avant que vous puissiez dire que c'était bon. On dit en fait qu'il faut goûter 7 fois un aliment pour vraiment pouvoir avoir le goût. À part si vous êtes extrêmement spéciaux, et j'en suis très heureuse pour vous, je pense que votre premier verre de vin ou votre première bière n'a pas été la meilleure bière que vous avez bue. C'est pareil. C'est normal que votre première phrase en écriture inclusive ne soit pas la meilleure phrase que vous ayez lue. Parce que le beau et le bon se basent sur l'habitude, de même que la fluidité de la lecture et de l'écriture. On ne vous a pas appris à écrire en un jour, vous avez pris des cours de grammaire,
Et c'est la même chose pour l'écriture inclusive. Il y a différents outils qui sont à votre disposition. Il faut que vous appreniez les règles, que vous connaissiez ces outils. Ensuite, vous allez pouvoir les mélanger et vous allez pouvoir commencer à écrire un texte avec style. Et ces différentes étapes, il faut les accepter. Moi, je suis pour qu'on commence à enseigner aux enfants l'écriture inclusive parce qu'ils n'auraient pas à désapprendre et on pourrait utiliser ce temps d'apprentissage du français pour apprendre aussi l'écriture inclusive. Malheureusement, pour moi comme pour vous, ça n'a pas été le cas. Donc, on doit faire cet effort supplémentaire pour réapprendre à écrire et avoir des beaux textes en écriture inclusive. Et ça existe. Il y a actuellement un romancier que je connais qui écrit en écriture inclusive. Donc c'est possible d'avoir même une langue esthétique en écriture inclusive. Donc ça, c'est un peu la conclusion de cette première partie. Hein. Le changement, l'égalité, elle est là. Les questionnements dans la société, ils sont là. Donc maintenant, c'est la question, est-ce qu'on les accompagne ou pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ces changements? Et est-ce qu'on y va avec la langue? Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Ou est-ce qu'on veut revenir en arrière sur une société patriarcale et inégalitaire? J'aimerais maintenant prendre un petit moment pour travailler avec vous et pour écrire. Et j'aimerais que vous preniez chacun une feuille et un stylo et que vous me formuliez cette phrase. Une formation de médiateur sera dès à présent obligatoire pour devenir avocat en écriture inclusive. J'aimerais maintenant faire un peu des sondages, parce qu'on ne va pas pouvoir écouter la réponse de chacun et de chacune. Qui a utilisé le tiret ou le point médian? Qui a utilisé le doublet? Qui a essayé de reformuler autrement la phrase sans mettre de personne? Le résultat ne m'étonne pas parce que généralement, effectivement, le tiret point médian, c'est l'outil que l'on connaît. Ensuite, souvent les personnes mentionnent le doublet parce que c'est quelque chose qui est très présent encore. Et après, on va aller vers d'autres solutions, voire des solutions plus créatives. Donc c'est vrai, on pourrait dire une formation de médiateur ou de médiatrice, on peut aussi dire et de médiatrice, sera dès à présent obligatoire pour devenir avocat ou avocate. Ça, c'est le doublet. On peut sinon reformuler. Une formation à la médiation sera dès à présent obligatoire dans la formation d'avocature. Mais là, on voit, c'est pas si heureux que ça. Une formation de médiateur/trice sera dès à présent obligatoire pour devenir avocat-top. Là, on passe un cran plus loin, hein, on utilise la ponctuation. On peut aussi le faire avec la parenthèse. Même si là, c'est critiqué parce que l'on reproduit une hiérarchie dans la langue. Hein, on rappelle ce qui est en parenthèse, c'est quand même moins important. On peut mélanger. Prendre d'abord un doublet et puis ensuite parler de formation d'avocature.
Mais attention, on ne va pas tout mélanger non plus. Hein. On ne peut pas, par exemple, féminiser certains termes et pas d'autres. Hein. On ne va pas mettre le tiret pour médiateur, trice, hein, et ne pas féminiser avocat. Ça peut reproduire certains stéréotypes et certaines hiérarchies. Je raconte toujours cette histoire. Moi, j'étais récemment à une remise de diplôme. Alors, ils ont fait très attention. C'était apparemment très important de mentionner qu'il y avait des étudiantes et des étudiants. Mais du coup, ils disaient diplômés et diplômés. Déjà, ça crispe un peu. Et ensuite, ils parlaient... Je me permets parce que ce n'était pas l'Université de Genève. Je précise. Et ensuite... Il parlait des collaborateurs et collaboratrices, chercheurs, enseignants. Donc là, ce qui reste, en fait, c'est le personnel administratif. Et les images mentales qui sont créées, c'est des images mentales de chercheurs, d'enseignants, et puis de personnel administratif féminin. Donc on reproduit des hiérarchies. Donc il faut faire très attention, hein, d'être bien cohérent dans son usage. Je continue. Hein. On peut aller plus loin encore et puis se dire que finalement, dans la langue, il y a énormément de textes aujourd'hui qui sont au masculin universel et que donc, on peut mettre quelques textes au féminin universel et se dire, en fait, c'est le féminin qui domine. Donc, une formation de médiatrice sera désormais obligatoire pour devenir avocate. On peut aussi questionner la binarité et vouloir visibiliser les personnes non binaires dans la société, hein, et ainsi ajouter un X pour finalement débinariser cette langue d'une certaine manière. Etc., etc., etc. En fait, il y a énormément d'outils qui existent. Ces outils, il faut les apprivoiser, mais il faut aussi avoir conscience qu'ils vont eux-mêmes transmettre un message. Hein, on ne transmet pas le même message lorsqu'on utilise le féminin universel ou lorsqu'on utilise un doublet. C'est complètement différent. Et donc c'est important de se questionner toujours sur qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment je vais travailler mon texte pour qu'il soit fluide, mais quel est le message que je vais transmettre et à qui. Et c'est finalement des questions qu'on va se poser en tant que personne, en tant qu'institution, en tant que structure, et qu'on va aussi poser ensuite dans des directives. Donc, pour vous résumer, on va avoir plusieurs outils. On va aller de la reformulation. Donc, on ne change pas l'orthographe de la langue. On choisit simplement des termes épicènes, une reformulation qui enlève, qui dépersonnalise le texte pour neutraliser. On peut ensuite utiliser les outils de ponctuation pour ajouter les marques du féminin et ajouter aussi, si on le souhaite, des X pour remettre en question la binarité. Et puis, on va aller aussi à des pratiques plus créatives, plus subversives, le féminin universel. On peut parler aussi du E majuscule, hein, qui remet en majuscule le E muet et invisible marque du féminin. Il y a énormément de pratiques qui existent. Donc, ce qui est important, c'est de rester cohérent et cohérente. On fait des choix, mais ces choix, on les fait personnellement, parce qu'on n'a pas une orthographe établie aujourd'hui de l'écriture inclusive, et on maintient ces choix, mais on peut rester créative et mélanger. Finalement, si vous devez faire un tableau, vous n'allez pas à chaque fois utiliser la même couleur. Enfin, moi, je ne suis pas fan du monochrome, mais peut-être d'autres personnes, oui. Mais en tout cas, moi, j'aime les tableaux colorés. Donc, j'utilise plusieurs couleurs, plusieurs nuances pour pouvoir avoir un beau tableau. C'est la même chose avec un texte. On n'utilise pas un seul outil, on mélange de manière cohérente et homogène les différents outils pour arriver à un message cohérent et homogène, mais fluide, un beau message. Donc c'est à chacun et à chacune d'établir sa pratique professionnelle, personnelle, de l'écriture inclusive, suivant les personnes que l'on veut toucher et selon les messages que l'on veut transmettre. Et c'est important de se questionner aussi sur cela.
Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais prendre du coup maintenant, je réponds volontiers à vos questions durant un petit moment. C'est elle qui a le micro. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Je voudrais revenir sur la dernière partie. Je travaille au HUG, au service de la communication. On est très intéressé par l'évolution de la langue au niveau de nos supports, différents supports rédactionnels. Et quand vous disiez que la recette, c'est un peu de mélanger les trucs, nous, on s'exerce à ça continuellement. C'est parfois compliqué avec le vocabulaire médical. Mais dans l'exemple que vous avez donné sur avocat, avocate, etc., vous n'aviez pas montré qu'on pouvait aussi reformuler complètement et basculer la phrase. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on est, comment dire, on peut réécrire complètement. C'est ça qui manque, juste pour moi. C'est-à-dire qu'il y a la créativité de ce que moi je comprends, ou là où j'en suis, c'est qu'elle a tous ces ingrédients, mais elle a aussi vraiment une autre manière d'avancer les messages ou de les formuler. Donc cette phrase, moi, je l'ai retournée, je l'ai mise autrement. Et donc, je pas que j'ai une question, mais presque. C'est la créativité, je voudrais dire à ceux qui sont frileux et frileuses, même moi, je le suis par moments, c'est qu'il y a quand même une part de créativité qui est assez extraordinaire, qui prend du temps. Et puis, voilà. Donc, je voulais vous remercier encore pour... je n'ai pas une question précise, technique. Non, mais je vous remercie pour cet apport. C'est vrai qu'effectivement, je pense que c'est aussi s'entraîner à penser différemment et puis aller chercher des solutions, finalement, et pas se bloquer. Donc, ces solutions, des fois, elles peuvent être très simples, puis des fois, c'est des solutions de reformulation. Et puis, c'est la même chose à l'oral, où on a un petit peu moins d'outils parce qu'on va pas forcément pouvoir utiliser la ponctuation. Et ben, c'est vraiment essayer d'aller chercher des formulations différentes. Oui, tout à fait. Attendez. Je crois que c'est enregistré, c'est pour ça qu'on utilise les micros. Ah d'accord, mais je ne tiens pas à être enregistré. Mais pour devenir avocate ou avocat, il est dorénavant obligatoire de suivre une formation de médiation. On a tout ? Tout à fait. Et parce que finalement, ce qui peut être lourd dans une phrase, c'est d'avoir trop de... Enfin, voilà. Pour équilibrer, c'est un exercice d'équilibre. Tout à fait, c'est intéressant. Vous utilisez le doublet et puis vous dépersonnalisez, mais vous avez inversé, retourné, comme vous l'avez dit, pour que ça soit plus fluide. Alors, j'ai une question concernant le féminin universel. Si on reprend cet exemple, il faut une formation de médiateur ou de médiatrice pour devenir avocate. Si on prend le féminin universel, est-ce que vous n'avez pas peur que la réaction soit « Ah bon, alors si on est un homme, on n'a pas besoin de devenir médiateur ?» Alors le féminin universel, généralement, il s'accompagne de la traditionnelle Astérix qui veut que l'on dise le masculin prévaut pour le féminin et le masculin. Et donc là, on inverse et on dit Astérix, le féminin prévaut pour le masculin et le féminin. Et du coup, on explique. C'est le cas, notamment, il y a l'université de Neuchâtel qui a écrit ses statuts entièrement au féminin universel. Et donc, il y a cet Astérix-là pour expliquer au début. Mais effectivement, c'est un outil qui doit être expliqué. Et qui doit être utilisé, moi je dis toujours avec parcimonie, parce qu'il faut faire attention de ne pas reproduire et réifier certains stéréotypes, et vraiment l'utiliser parce qu'il est subversif et parce qu'il questionne. Puis j'aurais encore juste une deuxième question. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous rédigez une phrase qui n'est pas de la haute littérature, mais qui serait du genre « Mes gentils cousines et cousins sont venus voir les enseignants et enseignantes compétents de l'université. » Parce que ça devient vite
lourd. Ça m'intéresserait de voir. Alors, vous faites des ateliers, mais est-ce que vous pouvez nous dire brièvement? Alors, c'est un peu dur de travailler comme ça alors que j'ai pas la phrase, mais j'ai envie de dire, on pourrait simplement utiliser l'accord de proximité, par exemple. C'est un outil qui est aussi à disposition pour l'écriture inclusive. Donc, si je reprends, ça serait « Mes gentilles cousines et cousins sont venus ». Et ensuite, c'était Chez les enseignants et enseignantes très compétents du collège et l'école. Chez les enseignants et enseignantes très compétentes. En plus, voilà. Sinon, on peut effectivement, moi je pense, utiliser ici suivant le doublet. Et puis sinon, parler par exemple, mes gentils cousins et cousines sont venus vers le personnel enseignant. Il y a énormément de solutions. Il y avait monsieur qui avait levé la main. Merci, c'est juste une toute petite question très simple. Qu'est-ce que vous préconisez comme article non binaire pour le et la? Vous me posez une colle. C'est une bonne question. Je vais faire des recherches et si vous voulez, vous venez après et on en discute. Parce que là, j'ai pas de réponse. Je sais que pour il et elle, il y a yel, il y a ul, mais le et la, on en discute et je fais des recherches. Alors ça rejoint un petit peu votre question. Donc du genre, pour les personnes non binaires, qu'est-ce qu'on fait dans le langage? Parce qu'il me semblait qu'il y avait le X. Mais il y a aussi une autre question qui m'interroge en fait. Par exemple, on dit médiateur, un homme, médiatrice, et ensuite X. Donc pour moi, enfin voilà, de ma position à moi je dirais, oui, on va dire femme blanche, pour moi il y a une forme de hiérarchie quand même. Donc on fait quoi par rapport à ça? Je vous remercie. Alors, effectivement, pour la reconnaissance des personnes binaires, on peut utiliser le X. Il y a aussi des pronoms comme yel, comme seul, qui sont à disposition, comme ul, qui sont aussi en train d'être de plus en plus utilisés et reconnus. Effectivement, c'est une remarque qu'on me fait beaucoup en formation. En formation, on me demande aussi, est-ce qu'on pourrait dire médiatrice, point ou tir. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait possible, mais il faut simplement se rendre compte que on donne un message en choisissant ça. Et donc là, on a un message qui est un cran plus militant, parce que finalement, on va au-delà de la manière... malheureusement, on nous a enseigné aussi le français avec une hiérarchie, c'est-à-dire que d'abord, on nous enseigne les noms masculins, et ensuite, on nous apprend à les féminiser. On nous enseigne d'abord, on apprend le premier mot, c'est médiateur, et ensuite, on nous dit, avec les mots en teur, le féminin, il vient en trice. Et donc, en mettant médiatrice, teur, eh bien, on remet en question aussi cette manière-là de penser la langue. Mais moi, je pense que ça peut être une solution et que c'est très bien. Oui, bonjour. Je travaille dans un journal. Enfin, on s'est déjà croisés à quelques reprises. Moi, j'ai une question. Il y a un exemple qui... Enfin, j'ai plein d'exemples de choses qu'on a publiées où j'étais pas toujours hyper convaincue, mais il y en a un où un article était très bien écrit. L'article en lui-même posait pas de problème parce que la journaliste avait vraiment expliqué les enjeux, mais en titre, en une, cet article s'est transformé... Enfin, a été résumé en grogne chez les chirurgiens et les infirmières. Et on a eu de très longs débats là-dessus. Il faut savoir que la place était vraiment extrêmement limitée, que dans un média quand même, enfin voilà, somme toute assez classique, en tout cas pas, on n'utilise pas spécialement les points médians pour l'heure. On est en train d'y réfléchir, mais ça n'est pas encore, voilà,
actualisé. Puis, bah voilà, je discutais avec mes collègues, j'étais, ah non, mais ça va pas. Puis ils me disaient, oui, mais c'est pas tout le corps soignant, donc on peut pas mettre le corps soignant, c'est vraiment 2 professions très spécifiques. Et on m'a argumenté le coup du... Et c'est malheureux, mais ça reflète le fait que chez les chirurgiens, il y a plus d'hommes que de femmes, et que dans les soins infirmiers, il y a plus de femmes que d'hommes. Et là, je me suis retrouvée prise à mon propre piège, parce que par ailleurs, j'encourage typiquement au journal à dire... pour le personnel de maison, à dire en début d'article que la majorité du personnel de maison est constituée de femmes. Donc après, on va féminiser cette profession, mais en expliquant pourquoi on utilise le féminin, que c'est pas juste un réflexe comme ça. Et voilà, j'ai cette question sur cet exemple où on m'a dit, ben voilà, c'est malheureusement la réalité, et où on peut chercher à changer les stéréotypes qu'on a, notamment pour des métiers, mais justement, comment représenter la réalité. Enfin voilà, j'ai vraiment bloqué sur cette formulation, et on en a discuté beaucoup, et on n'a jamais trouvé la bonne solution avec mes collègues. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et accessoirement, qu'est-ce que vous pensez du fait, en début par exemple d'un texte, de dire, bah là, on va utiliser le féminin ou le masculin parce qu'il y a majoritairement des hommes ou des femmes dans cette profession, qui peut peut-être être une solution pour exposer les raisons, mais qui aura peut-être cet effet un peu négatif finalement de valider éventuellement des stéréotypes. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, non, mais c'est très clair, merci. Je pense que c'est un très bon exemple, effectivement. Et je comprends bien pourquoi je comprends pourquoi vous avez été embêté, et je comprends pourquoi ça a suscité beaucoup de discussions. Moi, j'aurais tendance effectivement à dire qu'il faut vraiment faire attention avec la langue et avec ce qu'elle diffuse. C'est pour ça que, par exemple, moi, je déconseille d'utiliser le féminin universel pour des professions qui sont perçues comme féminines et majoritairement féminines, comme infirmières, comme aussi comme le personnel, par exemple, de ménage, de maison, etc. Parce que ça réifie finalement des stéréotypes. Et puis, ce qu'on veut quand même, j'ai l'impression, lorsqu'on commence à utiliser l'écriture inclusive, c'est d'écrire la réalité, mais c'est aussi vivre dans une société qui est plus égalitaire et qui remet ces stéréotypes en question. Donc je pense que là, finalement, on n'atteint pas l'objectif. Après, effectivement, dans l'argumentation, je suis un peu embêtée aussi, parce que là, sur votre titre, les chirurgiens et infirmières, on ne peut pas utiliser l'argumentation, on décrit pas entièrement la réalité, mais on décrit une forme de réalité. Et il y a ce problème de signes aussi. Après, je pense que là, c'est des équilibrages et des choix. Est-ce que je veux remettre en question les stéréotypes, et donc la réalité que j'invisibilise, c'est le fait qu'il n'y ait pas tout le personnel soignant, ou est-ce que je ne remets pas en question les stéréotypes, et la réalité que j'invisibilise, c'est qu'il y a aussi des infirmiers et des chirurgiennes. Et ça, à mon avis, à un moment donné, mais je pense que c'est la question des signes, en fait. Puis c'est la question des langues de manière générale, c'est-à-dire que quand on écrit, il y a aussi, à un moment donné, on doit faire des arbitrages et choisir. De rien. Merci. À un moment donné, dans les études que vous citiez, vous parliez d'une étude où on a présenté des phrases en écriture inclusive à des enfants. Donc vous nous avez bien expliqué qu'il y a toute une question d'habitude pour se familiariser à ça. Mais étant donné qu'on a souvent des discussions, par exemple dans les milieux militants, concernant le public à qui on s'adresse, notamment quand on s'adresse à des personnes qui sont peut-être moins familières de la langue, moins familières de l'écrit en particulier, est-ce qu'on a des éléments là-dessus pour savoir si, parmi les outils que vous avez présentés, certains sont plus immédiatement accessibles pour des personnes qui seraient, pas même par exemple pour des personnes dyslexiques. Oui. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Et par exemple, dans le cas des enfants, sous quelle forme ça leur a été présenté? Je me demandais. Oui, alors je vous remercie, c'est une question effectivement qui est très intéressante. On a des éléments, on sait notamment que le point médian, c'est l'outil qui est le plus apprécié, qui permet aux personnes dyslexiques finalement de ne pas avoir des obstacles en plus
dans la langue, contrairement au slash ou en tout cas au tiret. Ça, c'est des éléments qu'on a. On sait également qu'il y a des problématiques, notamment dans la lecture des sites internet ou des SMS avec les personnes malvoyantes. Moi, je dis toujours, là, maintenant, il faut que les machines, elles s'adaptent pour que c'est une écriture qui soit comprise par les lecteurs automatiques. Mais du coup, pour site internet et SMS, c'est vrai que les formules de reformulation, les doublets permettent d'aller au-delà de cet obstacle-là. Je sais pas. Très sincèrement, c'est une étude de Pascal Guigat qui date de 2005. Je sais pas ce qu'ils ont montré. Je pense que ce qu'ils ont montré, c'est une reformulation avec des doublets. À mon avis, c'est en tout cas aussi moi ce que avec des enfants qui sont du coup pas familiarisés au point médian, c'est ce que je leur montrerai. Oui, moi j'ai une question sur l'accord de proximité. C'est vrai qu'il est assez séduisant comme ça, mais quand on dit oui, les gentilles cousines et cousins, comme c'est pas quelque chose dont on a l'habitude et qu'effectivement on a plutôt l'habitude et on a appris que c'était le masculin qui l'emportait, on peut considérer que c'est les gentilles cousines et les cousins. Là, ça va plutôt bien quand c'est des cousines et quand c'est en fait de la part d'une femme. Mais si quand on dit par exemple les garçons et filles méchantes, ça peut aussi parfois être contre-productif. Ou finalement, c'est quoi? C'est de nouveau de la créativité pour pas biaiser le discours. Alors, effectivement, mais là, à nouveau, c'est une question d'habitude et une question de communication. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à utiliser l'accord de proximité sans auparavant avoir signalé qu'on utilise l'accord de proximité. Donc, effectivement, moi, je pense qu'on est dans on vit une période, on est une génération où les choses sont en train de changer, on est en train de se questionner et on a des efforts un peu supplémentaires à faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a, en tant que femme, en tant que chaque personne, des efforts supplémentaires pour se questionner, pour se déconstruire, pour déconstruire ses a priori. Je pense que ça va aussi le cas dans la langue. Et là, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que si on commence à utiliser l'accord de proximité, eh ben, il y a un moment donné, il y a un effort mental à faire pour avoir conscience que cet adjectif, il prévaut pour les deux noms. Mais j'entends que c'est effectivement des difficultés qui existent. Et c'est notamment aussi le grand problème que moi j'entends beaucoup pour l'accord de proximité, c'est aussi que beaucoup considèrent que ça peut être perçu comme une faute d'orthographe. Et ça, on sait à quel point en français faire des fautes d'orthographe, c'est mal vécu. Donc, c'est à chaque fois, est-ce qu'on accepte de la part de la personne qui lit, est-ce que lecteur ou lectrice, d'être perçu comme une personne qui ne maîtrise pas à 100% l'orthographe ou pas? C'est des questions qu'on doit se poser. Il y avait Bonjour. Oui. Bonjour. Je commence par préciser que je ne suis pas francophone. Je suis infirmière, je suis formatrice et j'interviens justement à propos de l'exemple qui a été donné concernant les chirurgiens et les infirmières. Et puis je trouve que c'est un exemple paradigmatique et que amène la complexité de ce que vous nous amenez ici ce matin et qu'est-ce qu'est une écriture inclusive. Peut-être je fais une dérivation, mais lorsque on interprète que le fait qu'on nomme les infirmières au féminin et les chirurgiens au masculin, que c'est ne pas rendre service au féminin, on a déjà un biais. Être chirurgien est mieux qu'être infirmière et donc est lié au masculin. Je sais que c'est polémique et réducteur et caricature, mais pour le dire, comment ces pensées vont loin. Et dire aussi que les infirmières, en tant que groupe et en tant que modèle de proposition d'un modèle de santé, hommes et femmes, ont depuis très longtemps, dans les années 70, en tout cas, généralisé le féminin universel. Parce que, pas que il y a une majorité des femmes, mais parce que le modèle de santé qui est proposé a beaucoup à voir avec
le féminin, les études du féminin, d'autres approches et d'autres conceptions. Peut-être on pourrait les nommer pas légendrés, mais je ne sais pas si je me sais m'expliquer, c'est vraiment dans le cadre des études de féminin. Donc, il y a une histoire, et c'est juste pour peut-être rien dire, mais dire que les choses sont très complexes. Et des fois, quand on pense qu'on est en train d'inclure, on est en train d'exclure, et que ça doit toujours être mis aussi dans son contexte plus large que juste le mot, etc. C'est mon opinion. Merci. Merci. Ben, vous donnez une opinion. Moi, je peux débattre des heures sur le fait que je suis pour la déconstruction de la société, que je pense qu'il ne faut pas essentialiser et que je me questionne sur le fait que l'on reproduit un schéma essentialisant des femmes en pensant que le fait de s'occuper d'eux et d'avoir une profession du care, c'est quelque chose de typiquement féminin. Je pense que ce que vous notez, ce qui est juste, c'est qu'il faut se questionner et qu'il faut remettre en question et se positionner aussi en se questionnant le contexte. Après, j'ai pas envie non plus de rentrer dans un débat qui va au-delà, j'ai l'impression ici, de la langue. Mais je pense que ce que vous notez, c'est que voilà, en choisissant une forme d'écriture inclusive, on choisit un message et finalement la langue devient aussi politique parce que là il y a aussi une question de reconnaissance qui est en jeu. Bonjour. J'ai une question par rapport à des expériences d'écriture inclusive que j'ai observées en anglais. Alors, enfin, expérience, je pense que c'est pas le mot parce que c'était dans des livres qui n'étaient pas très à la marge, qui étaient plutôt assez centraux, où on trouvait par exemple un chapitre au féminin, un chapitre au masculin, avec féminin universalisant, masculin pardon. Et je me disais, c'est intéressant parce que c'est léger. Le problème, c'est qu'on reproduit de la dualité homme-femme, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance d'expériences qui seraient peut-être un peu plus créatives, où il y a un moyen d'écrire au neutre. Alors, effectivement, en tout cas, en français, ce qui est mon domaine d'expertise, on est dans une grande problématique qui est qu'on a une langue extrêmement binaire. C'est-à-dire que tout est féminin ou masculin. Les chaises sont féminines, les tables, c'est féminin, mais le tabouret est au masculin. Donc on est vraiment dans une langue, on n'a pas de neutre. Contrairement par exemple à l'allemand où on a non seulement un das, mais maintenant il y a la possibilité aussi de mettre des noms en neutre. Par exemple, on va dire Teilnehmer au masculin, Teilnehmerinnen au féminin et Teilnehmerende en neutre. Donc il y a effectivement ces questions qui peuvent apparaître dans de plus en plus de langues. En français, on est vraiment dans ce questionnement. Il y a on peut s'en sortir avec les termes épicènes, qui sont une manière de neutraliser et qui sont un outil facilement qu'on peut mettre en place facilement parce que tout le monde connaît ces termes-là. Il y a le X qui est de plus en plus utilisé et qui là visibilise vraiment les personnes non binaires. Il y a des nouveaux pronoms. La question, je pense qu'avec l'écriture inclusive, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est vraiment dans une écriture d'usage qui est fluide et qui répond à un besoin de la société. Ce besoin de reconnaissance, c'est un besoin aussi de questionnement de cette binarité est quelque chose de nouveau. Donc les outils, à mon avis, ils vont arriver de plus en plus. Et ce X, moi, vraiment, on en discutait avec une autre personne formatrice. Au début, quand on a commencé à faire les formations, il n'était pas encore très courant et maintenant justement on l'inclut parce qu'il est de plus en plus présent. Donc les outils ils vont arriver. C'est ça aussi un peu la difficulté qu'on a, c'est-à-dire qu'il faut rester tout le temps attentif. Moi aussi, mon travail c'est d'aller chercher au maximum les outils, les informations, de me nourrir de ce qui est produit et des interrogations qui naissent pour arriver à trouver, mais je pense que ça va arriver, on espère. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation.
Moi, j'avais une question concernant les astérix. Vous savez combien en fond de texte pour dire que cela s'applique autant au féminin ou au masculin. Est-ce que c'est un outil qui fait partie de l'écriture inclusive ou bien c'est une manière très simpliste, un peu pour se sortir de cette problématique masculin-féminin? Alors, l'astérix, je le mentionnais pour expliquer que lorsqu'on utilise un texte au féminin universel, c'est bien justement d'expliquer quand même qu'on utilise cette pratique pour la visibiliser. Mais on est tout à fait d'accord que mettre dans un texte que le masculin prévaut pour le féminin et le masculin, ce n'est pas de l'écriture inclusive. Parce que finalement, c'est invisibiliser et en fait, c'est se justifier, c'est un prétexte. Mais par contre, si on a un texte qui interroge, qui est subversif au féminin universel, là, finalement, on va attirer l'attention du lecteur et de la lectrice, et l'astérix, il va servir à expliquer cette attention et ce message. Donc finalement, l'astérix, il ne devient plus une manière de se dédouaner, mais il devient une manière de comprendre et de diffuser un message. Merci pour la présentation. Je me suis juste posé la question à quel point les questions liées au langage inclusif, s'il y a aussi une réflexion sur la simplification de l'orthographe, parce qu'elle peut être très excluante. Surtout, moi je ne suis pas de langue maternelle française, mais il y a tellement de manières d'écrire ce qui paraît être le même mot de manière différente. Ouais, tout à fait. Je vous remercie, c'est une question effectivement très intéressante. On sait historiquement, pour le français, c'est vraiment le cas, que l'orthographe, c'est un instrument de création et ça a été utilisé comme un instrument de création d'une élite. Vraiment, il y a des études maintenant qui le montrent de plus en plus. À un moment donné, il y a eu une perte de pouvoir de cette élite et il y a eu la création de l'Académie française, la création des règles d'orthographe, extrêmement compliquées en français, souvent illogiques, qui participent finalement à créer cette élite. Et on est encore extrêmement construite là-dedans, c'est-à-dire que si on a un texte, il faut pas qu'il y ait une faute d'orthographe dedans, parce que sinon c'est la faute d'orthographe qui va être vue et pas le contenu. Et tout à fait, l'écriture inclusive, finalement, elle questionne ça par deux biais. Déjà, elle le questionne parce que comme c'est une langue qui n'est pas réglementée par l'Académie, et donc on va pas avoir cette orthographe-là, on a au contraire une fluidité et on peut se permettre de créer ses propres règles d'une certaine manière. Donc on a une marge de liberté beaucoup plus grande. Puis elle le questionne aussi parce que c'est une langue qui finalement vient du besoin de la société, vient du bas et s'impose au haut. Parce que même si l'Académie française aujourd'hui n'a pas accepté l'écriture inclusive, on a quand même réussi à leur faire accepter du bout des lèvres les noms d'occupation féminins. C'est bien dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et donc, elle questionne aussi par ce mécanisme-là. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur le fait d'apprendre aux enfants l'écriture inclusive. Donc, j'aurais aimé savoir quelle est la position de l'école, en tout cas au moins à Genève actuellement par rapport à ça. Et puis, est-ce que justement, il y a une ouverture par rapport à cette écriture inclusive? Et si aujourd'hui un enfant devait écrire avec certaines de ces règles, par exemple, comme l'accord de proximité qui me parle beaucoup, est-ce que ce serait considéré comme une erreur d'orthographe ou pas? À ma connaissance, à l'heure actuelle, il n'y a pas de prise de position concernant le programme scolaire sur l'écriture inclusive. L'orthographe continue et la grammaire continue à s'enseigner comme elle nous a été enseignée à nous. Je pense que c'est de l'ordre des profs de choisir s'ils veulent l'inclure, de la manière dont ils veulent l'enseigner et s'ils veulent inclure ce type de réflexion-là. Mais à mon avis, aujourd'hui, si on a des examens ou des tests qui sont dehors de la classe, si on utilise l'accord de proximité, on va avoir des fautes d'orthographe dans son texte.
Donc là, je pense que c'est aussi tout un travail politique et de sensibilisation à faire pour qu'il y ait une prise de conscience. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je me posais la question, parce qu'on a beaucoup parlé de l'orthographe, avec des exemples de noms, de sujets, mais bon, logiquement, l'écriture inclusive, ça devrait s'étendre aussi à la grammaire, donc aux accords grammaticaux, mais là, ça devient un petit peu compliqué. Par exemple, les médiateurs et médiatrices sont arrivés, alors du coup, logiquement, il faudrait... aussi accorder arrivé et ES ou enfin. Oui, alors là, comment ça se passe avec les verbes, les accords des verbes. Voilà, on peut soit utiliser l'accord de proximité, donc les médiateurs et médiatrices sont arrivés ES, soit on peut utiliser la ponctuation, donc les médiateurs et médiatrices sont arrivés -ES, point médian ES. Simplement. C'est une question d'habitude. Moi, je trouve que mes points médians ES sont très beaux. Mais parce que ça fait longtemps que je le fais. Et que je le fais même dans mes WhatsApp. Donc, voilà. C'est une habitude. Je ne pourrais plus écrire autrement. Pour revenir sur ce sujet de la lourdeur, il y a une tendance chez les jeunes de lire de moins en moins. Si ces textes deviennent de plus en plus lourds, est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir un effet rébarbatif et repoussoir complet et supprimer la lecture, notamment dans tout ce qui est livres, romans, pour les jeunes qui sont moyennement intéressés par la lecture? Je pense que votre question, elle est un peu mal posée. C'est-à-dire que, tout d'abord, non mais je suis désolée, mais j'y reviens. L'écriture inclusive ne rend pas les textes plus lourds. C'est une question d'habitude. Donc la première chose, c'est que si on enseigne à l'école l'écriture inclusive, nos jeunes vont prendre l'habitude de la lire et donc ne vont pas ressentir cette lourdeur que vous ressentez. Ensuite, je pense qu'au contraire, finalement, l'écriture inclusive, c'est une écriture qui est plus créative, qui est moins rébarbative, qui donne plus de liberté, qui impose moins une orthographe élitiste, qui donc, d'une certaine manière, exclut moins aussi les personnes moins à l'aise avec cette orthographe-là. Et du coup, je pense que c'est une autre manière d'appréhender la langue et une possibilité, finalement, de revenir à la lecture. C'est une question un peu ad hoc, mais moi je fais partie des gens qui ne supportent pas de faire des fautes d'orthographe et d'avoir Word qui me souligne un mot sur deux parce que j'utilise l'écriture inclusive, ça me rend un peu malade. Est-ce que vous avez entendu parler que certains correcteurs, voire même sur nos téléphones, vont intégrer ça ? Je sais qu'il y a actuellement des négociations qui sont en train d'être faites avec Antidote pour que Antidote prenne en compte l'écriture inclusive. Le problème qu'il y a actuellement, c'est que Antidote demande, avant d'avoir une orthographe de l'écriture inclusive, donc un consensus auprès, en tout cas des pays francophones, sur les différentes règles, ce qui est pour l'instant n'est pas le cas. Donc c'est là où moi je pense effectivement, moi j'utilise Antidote régulièrement parce que je suis pas la personne la plus à l'aise, enfin je n'ai pas été dans mon enfance la personne la plus à l'aise avec l'orthographe, donc j'utilise Antidote régulièrement, j'ai le même problème que vous et là effectivement je trouverais intéressant de pouvoir avoir une règle ou en tout cas de pouvoir insérer ces règles dans le logiciel. Merci beaucoup d'abord pour votre présentation. J'ai une petite question d'ordre technique, mais moi j'ai toujours pensé qu'il fallait mettre point ou tiret, peu importe, je sais pas moi, étudiant-E-S. Et j'ai vu que vous mettiez étudiant-ES.
Donc je voulais simplement savoir si l'évolution faisait que maintenant on enlevait une ponctuation pour faire comme ça. Merci. Oui, les deux possibilités existent. En fait, c'est Eliane Viano qui, dans son dernier ouvrage que Brigitte vous a présenté, que je vous conseille aussi, mentionne cette possibilité de ne pas mettre un point médian ou un tiret entre le E et le S. Moi, je laisse dans mes formations la liberté de choisir si on veut le remettre ou pas. C'est quelque chose qui, moi, m'a convaincue et que j'utilise pour deux raisons. Une raison très simple, c'est un signe en moins, un geste en moins à faire. Et une autre raison, un peu plus philosophique, politique, c'est-à-dire que remettre finalement ce point médian, ce tiret, instaure une continuité avec le terme. Et donc, finalement, c'est un terme qui est au pluriel. Et remettre un point médian entre le E et le S, ce serait faire comme si ce E était entre parenthèses et pas instaurer la continuité. C'est l'argument qu'elle utilise. Moi, c'est un argument qui m'a persuadée. Je critique pas du tout les personnes qui veulent maintenir ce E ou ce tiret entre le ES. Je pense que les deux possibilités existent. Alors, par rapport à ça, ce qu'on voit aussi, c'est des fois convaincu au pluriel avec un S, -ES, donc que le pluriel est intégré dans le mot. Oui, c'est aussi une utilisation qui se fait plus fréquemment avec la barre oblique, parce que la barre oblique, elle, n'instaure pas une continuité, et donc on va mettre le terme au masculin et le terme au féminin au pluriel, en sachant que cette barre oblique, elle est quand même beaucoup plus binaire justement que ce tiret, que le point médian. Il y a beaucoup de questions à se poser. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais juste une petite question concernant... Brigitte a mentionné qu'il allait y avoir une directive qui allait être faite pour l'Université de Genève. Et je me demandais, il y a beaucoup d'instruments différents qui sont mis à disposition de nos bons vouloirs. Est-ce que les universités suisses se coordonnent pour avoir quelque chose de commun à mettre en place et que ce ne soit pas chaque université qui donne des directives différentes sur les utilisations d'outils différents et qu'on se retrouve avec quelque chose qui soit plus lisible finalement par les étudiants éventuellement, parce qu'il y aura différentes directives mises en place par chaque université. Hein. En fait, chaque université représente un peu aussi une culture. Donc à Lausanne, il y a déjà eu une directive, au HES, il y a une directive, à l'université, il va y en avoir une, à l'université de Genève, je parle. Après, les entreprises font aussi des directives, les journaux, et c'est représenter la culture de l'institution, de l'entreprise dans laquelle on est. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de commun. Alors après, il y a des grands colloques qui sont des colloques autour de la francophonie, où là, justement, les personnes discutent. Mais il y a toujours un peu des modes et des tendances différentes. Ça fait partie de la pluralité. C'était juste une très courte question. Au travail, on m'a affirmé que le point médian entravait le bon référencement sur Internet. Et du coup, s'agissant de contenu qu'on écrirait et à transférer, à mettre sur Internet, on me dit qu'il faut reformuler ou dépointéiser, si je puis dire. C'est vrai, fake news ou pas, cette histoire de référencement impossible et que l'ordinateur ne comprendrait pas le point médian? Google fait beaucoup de mal à notre planète. Non, oui, c'est effectivement... le référencement aujourd'hui ne prend pas en compte l'écriture inclusive, donc c'est une problématique. C'est pour ça qu'on peut utiliser des reformulations, des doublets quand on écrit plutôt sur Internet. C'est aussi mieux justement pour ces questions des personnes malvoyantes qui lisent les textes. Après, moi je pense que c'est aux machines de s'adapter à nous et pas à nous de nous adapter aux machines. Merci. Pour répondre sur le référencement, il y a des techniques de référencement qui s'appellent des techniques cachées, en fait,
et qui permettent en fait de réécrire en langage classique. Donc pas ce que l'on souhaite, mais au moins qui permettent en fait ce référencement-là pour que ça puisse remonter jusqu'à ce que le gap soit comblé. Mais en tout cas, c'est possible de faire ça. Ok, alors merci beaucoup pour cette information. Oui, mais c'est des textes qui sont cachés, donc qui ne sont pas lisibles. Donc vous êtes référencé, les gens vous cherchent, vous trouvent et lisent le texte épicène ou en écriture inclusive. Et derrière, il y a un texte qui est non épicène et non inclusif, mais qui permet à l'algorithme de trouver en fait les différents mots pour que vous soyez bien positionné. Voilà, on trompe Google. Et ça, c'est dans le descriptif de la page internet, dans les propriétés en fait. Qu'est-ce qu'on a encore comme outil? Je ne suis pas une super master je ne suis pas une spécialiste en la matière. Par contre, je connais des gens qui sont spécialistes en la matière, donc si vous voulez plus d'informations, je pourrais me renseigner. Ce n'est pas forcément des textes complets, mais ça peut être aussi des mots-clés. Et ça peut être du codage. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, c'est pas une question pour continuer le débat spécialement, mais à un moment, vous avez dit quelque chose. Enfin, vous avez dit que vous connaissiez un auteur qui avait écrit un ou des romans, je sais pas, en écriture inclusive et que vous avez aimé, que c'était totalement lisible. Et ça m'intéresserait en fait d'avoir son nom. Je sais plus. J'ai un blanc, mais il faut me donner votre contact et je sais à qui demander. C'est un auteur suisse en plus, fribourgeois, je crois. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces interventions et pour votre attention. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir partager sur ce sujet avec vous. J'espère avoir pu vous convaincre et vous donner quelques outils. Je suis à disposition, je vais rester là encore un petit moment. Si vous voulez venir prendre mon contact, si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser en plenum, il n'y a pas de souci. Et pour la communauté universitaire, donc les personnes qui travaillent et qui étudient à l'université, on est vraiment à votre disposition au service égalité pour des infos, pour des relectures, pour aussi plein de petites astuces et de contacts. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé à cet événement.